Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Zena TV, la chaîne de la diaspora Tribune Libre à Emmanuel Okamba. C'est une émission que vous connaissez désormais puisque le professeur Emmanuel Okamba, HDR en sciences de gestion, HDR signifie tout simplement habilité à diriger des recherches. Donc il vient ici en fait nous parler de ces différentes tribunes publiées dans les dépêches de Brazzaville. Et pour cet été, nous avons un sujet d'actualité, puisque nous allons parler du financement de l'Union africaine. L'Union africaine, vous connaissez, c'est cette institution en fait qui regroupe tous les pays africains, peut-être pas tous, mais enfin une bonne partie des pays africains, qui aujourd'hui essaient d'une manière ou d'une autre de survivre parce que ce financement reste un vrai casse-tête, d'autant plus que les pays africains eux-mêmes ont du mal déjà à se financer ou à financer leur programme de développement. Et cette machine, en fait, l'Union africaine a besoin énormément d'argent afin de pouvoir, je dirais, remplir ces différentes missions, que ce soit dans le cadre de l'accompagnement des politiques culturelles, des politiques agricoles ou encore du maintien de la paix, puisque les foyers de tension se multiplient sur le continent. Emmanuel Okamba, bonjour. Bonjour Monsieur Cyr. Emmanuel Okamba, pour cet été, vous continuez toujours, si vous me permettez l'expression, à nous prendre la tête, puisque là, on va parler du financement de l'Union africaine. Alors, votre dernière tribune, c'était le 5 juillet 2017, toujours dans les dépêches de Brazzaville, autofinancement de l'Union africaine, rêve ou réalité. J'ai bien insisté sur le zou, parce que rêve avec S et réalité avec S. Alors, Emmanuel Okamba, l'Union africaine, c'était d'abord l'EUA, Organisation de l'Unité africaine. Après, on est passé à l'Union africaine. Présentez-nous rapidement cette machine, en fait, qui essaie de regrouper les États africains, mais dont on sent bien que les difficultés persistent, d'autant plus que c'est une institution qui a du mal, en fait, à se financer. Oui, c'est une institution, en fait, qui a été créée en 1963 par 32 États africains. Mais là, on sortira des indépendances. Hein. Absolument, 1963. Et le but, c'est le panafricanisme. C'est quoi? C'est le regroupement des États africains, des pays noirs, y compris la diaspora, autour des valeurs culturelles, économiques, politiques, communes. Voilà le projet de base. Et ce projet de base opposait deux visions. La vision de Kwame Nkrumah, qui consistait donc à intégrer l'ensemble des pays africains dans une seule nation. On appellera donc l'intégration. Par opposition à la vision que développait Léopold Sédar Senghor, qui est une vision plutôt de la coopération entre les États indépendants, qui est donc une vision qu'on pourra dire de différenciation. Chaque État reste ce qu'il est, mais on essaie de mettre en commun ce que l'on peut, et chacun continue donc à se développer de manière autonome. Et à ces deux visions s'est ajoutée la synthèse que voulait faire le colonel Kadhafi. Donc, en créant les États-Unis d'Afrique. C'était son projet. Malheureusement, le colonel Kadhafi est mort dans les conditions que nous connaissons tous. En 2011. En 2011. Kwame Nkrumah est mort en... 72, lui, donc ça fait déjà... En 72. Et Léopold Sédar Senghor est devenu académicien après avoir dirigé le Sénégal. Et donc, à partir du moment où il est devenu académicien, il a laissé tomber le projet. Alors, ces trois visions donc, qui s'opposent ou qui se complètent, comme vous voulez, aujourd'hui, le problème, c'est le financement. Alors, avant qu'on arrive au financement, déjà le titre de votre tribune, autofinancement de l'Union africaine. Quand on parle d'autofinancement, ça signifie qu'on devrait soi-même générer en fait l'argent qui servirait à financer ces missions. Alors, si on ne peut pas le faire, l'autofinancement, ça signifie qu'il y a d'autres qui doivent se substituer en fait à cette absence de financement. Pourquoi autofinancement? Autofinancement, ça veut dire... Qui finance l'Union européenne? Enfin, je dis l'Union européenne. Qui finance l'Union africaine? L'Union africaine, en fait, l'Union africaine a été faite justement sur le modèle de l'Union européenne et qui consiste à intégrer en fait l'ensemble des pays dans un méta-État. Oui. C'est un peu ça le projet. Alors, pour le financement, ça pose problème, car le financement de cette union, aujourd'hui, comment ça se passe? C'est que à 74%, ce sont des dons
qui viennent de l'Union européenne, qui viennent de la Chine, qui viennent de la Banque mondiale. 74%. Donc ce sont ces trois institutions. Enfin, la Chine n'est pas une institution, mais vous avez l'Union européenne, la Banque mondiale et la Chine qui financent à 74%, quasiment 75%. Il y reste 25% en fait pour les pays africains eux-mêmes. Voilà, les 25% sont donc supportés par les pays africains eux-mêmes. Mais ça pose quand même un problème, Emmanuel Kamba. Non seulement ça pose de problèmes, c'est que ces pays africains ne sont pas toujours solvables. Donc il y en a qui ne versent pas leurs cotisations. Et dans ces conditions, aujourd'hui, cette union bénéficie donc de ces dons qui sont en réalité des dons toxiques. Avant qu'on ne parle, alors, comment ça a évolué déjà? Parce que au départ, on sait que ça commence petit, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est une institution qui est budgétivore. En fait. C'est une institution qui est budgétivore et elle consomme énormément de fonds, mais essentiellement pour son fonctionnement. Vous savez que dans un budget pour un État, le budget a deux volets. Il y a le budget fonctionnement, donc pour payer les salaires, payer les charges courantes, et puis il y a le budget investissement. Investissement, c'est pour acquérir des biens durables. Ok, construire des sièges, construire faire des acquisitions, etc. Bon, alors, c'est que le budget de l'Union européenne, de l'Union africaine, les donateurs payent essentiellement les investissements à hauteur de 93%. Oui. Donc les 7% qui restent sont payés par les pays membres. Maintenant, dans le fonctionnement, c'est l'inverse. Le fonctionnement, c'est à 99,50%, quasiment l'intégralité, payé par les pays africains. Donc, en réalité, l'Union africaine, c'est une grosse bureaucratie, donc qui supporte uniquement des charges, et en matière d'investissement, en matière d'opérations de maintien de la paix, etc. Tout ça, c'est financé par l'extérieur. Donc, on peut bien comprendre que ça pose problème aujourd'hui, parce que, vous savez, en matière financière, c'est celui qui finance qui dicte les règles du jeu. Oui. Alors, en attendant qu'on arrive à cette dictée des règles du jeu, Emmanuel Kamba, on va déjà, j'aimerais bien que vous nous expliquiez cette évolution, parce qu'en 2010, l'Union africaine avait en millions de dollars, à peu près 219 millions de dollars de budget. En 7 ans, ça a été multiplié par 3. Puisqu'en 2017, on arrive quasiment par 4, en fait. On arrive à 782 millions de dollars de budget. Ça a complètement explosé, alors qu'on n'est que dans du fonctionnement. Que dans du fonctionnement. Et eh bien, c'est une bureaucratie qui a pris de plus en plus d'ampleur pour faire quoi? Pour gérer la paperasse. Vous voyez? Pour payer les salaires, pour payer les charges de gestion courante, alors que cet argent aurait pu servir à financer, effectivement, les questions du développement. Oui. Qui sont donc, si on regarde la répartition du budget, eh ben, c'est quoi? C'est 8,13% pour le développement. Pour le développement. 80,26% pour la bureaucratie. On marche sur la tête. Et oui, mais c'est la réalité de cette organisation. En fait, on ne peut même pas inverser cette pyramide. Je dis, la disparité est tellement énorme que même les efforts pour essayer d'inverser la pyramide sont quasiment incommensurables. Il va falloir le faire parce que avec le NEPAD, vous connaissez ce qu'on appelle le NEPAD, c'est donc le nouveau partenariat pour le développement économique pour l'Afrique. Aujourd'hui, on n'affecte que 8,13% du budget. Donc, l'idée, c'est d'inverser, c'est-à-dire d'avoir une bureaucratie plus légère et d'investir davantage de fonds dans tout ce qui est développement. À ce moment-là, allez-y, allez-y. Oui, alors en ce moment-là, donc si on arrive à inverser cette tendance, cette structure, alors les 5 blocs économiques de l'Afrique, les 5 blocs, lesquels? L'Afrique de l'Ouest avec les pays de l'UMOA par exemple, l'Afrique centrale avec la CEMAC, les pays de l'Afrique australe et les pays
de l'Afrique du Sud, si on peut schématiser ça comme ça. Donc ces 5 unions, en fait, ne sont pas liées entre elles. Chaque sous-région développe ses ses propres propres politiques, en fait, politiques. tout Voilà. le monde se retrouve à l'Union africaine, mais sauf que chacun, en fait, fait un peu ce qu'il veut. Voilà, il n'y a pas une monnaie commune pour tout ça, pour unifier tout ça et avoir une stratégie économique commune pour l'ensemble. Donc l'idée, c'est d'aller vers l'union de l'ensemble de ces unions régionales. C'est ça ce qui est important. Donc si les dirigeants renversaient cette pyramide, c'est-à-dire mettre moins de bureaucratie et davantage d'efforts dans le développement, donc en amenant l'ensemble des unions économiques aujourd'hui, en faire donc un élément central pour le développement avec une monnaie commune. Alors, une monnaie commune, c'est vrai que cette affaire de monnaie, on a consacré en fait un numéro spécial par rapport au franc CFA. Alors, une monnaie commune, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Et pourtant, l'Afrique, en fait, a des atouts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que quand vous parlez d'autofinancement, le continent peut autofinancer au lieu de faire supporter, en fait, ce financement de cette institution par des étrangers. Et oui, l'Afrique a beaucoup de potentialités en matière donc fiscale. Malheureusement, cette fiscalité dépend donc de celui qui donne les dons. Par exemple, les exportations. On aurait pu, en Afrique, imposer une taxe sur les hydrocarbures, par exemple, ou sur les mines. Donc, je vais reverser en fait à l'Union africaine. Et reverser à l'Union africaine. Notre autofinancement. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas une taxe comme ça. Qu'est-ce qui existe alors? Ce qui existe aujourd'hui en matière de taxes, il n'y a pas grand-chose. Pour ne pas dire, il n'y a rien. Donc, d'où le projet des chefs d'État qui se sont réunis tout dernièrement, du 3 au 4 juillet dernier. L'idée, c'était de mettre en place une taxe sur les importations hors Afrique. C'est-à-dire ce que nous faisons venir de l'Europe, des États-Unis, de la Chine. Mais le Kamba, si vous me permettez, j'en rigole, mais c'est pas drôle ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Africains, pour s'autofinancer par rapport à cette institution, vont taxer, en fait, alors qu'on sait bien qu'on dépend énormément d'importations hors d'Afrique, en fait. C'est-à-dire que quand on voit déjà la CEMAC, il n'y a pas grand-chose qui tourne entre peut-être à l'Umowa, vous pouvez dire que c'est une zone très dynamique, mais la zone CEMAC, il n'y a pas grand-chose en termes d'échange des biens matériels ou encore d'importation interne. On ne sait même pas aujourd'hui que produit le Gabon, que le Congo pourrait avoir. Mais comment peut-on... Enfin, j'ai du mal un peu à vous suivre sur ce plan. Alors, mais voilà là où ça coince, cette histoire d'autofinancement. Car en fait, les dirigeants ont souhaité mettre en place cette taxe de 0,2% sur les importations venant donc du reste du monde. Donc si quelqu'un importe de Chine ou encore d'Europe, il achète un ordinateur, il va payer 0,2% sur l'ordinateur qu'il a acheté à l'étranger. Alors que quand on importe le pétrole vers ces pays-là, il y a zéro. Là, il n'y a pas de taxe. Et donc, le problème se pose aujourd'hui pour, je dirais, l'équité de cette taxe. Donc, la population africaine risque de payer plus cher, puisque donc, en fait, ça frappe les achats. Voilà, donc on fait supporter cette charge sur la population et non pas sur les industries extractives. Absolument. Parce que le continent est riche, en fait, de ces mines. Voilà, l'Afrique exporte les matières premières, que ce soit le pétrole, que ce soit les autres mines. Mais pour l'instant, si par exemple on mettait une taxe de 0,2% sur les hydrocarbures, ça rapporterait à l'Afrique, à l'Union africaine, 62 millions de dollars par an. Si on mettait par exemple une taxe de 0,1% sur les primes d'assurance, les assurances que les compagnies étrangères viennent prendre pour s'assurer les risques encourus, eh bien ça rapporterait 202 millions de dollars par an. Vous voyez que rien qu'avec ces deux éléments, on a 804 millions. Ça dépasse quasiment déjà le budget de 2017. Voilà. Et on n'a même plus besoin, en fait, de cette aide, de cette aide toxique que vous avez appelée. Absolument. Et même des contributions des États, on n'en aura plus besoin. Alors que ce qui est prévu aujourd'hui ne rapporte que 246,4 millions par an. Donc la fameuse taxe, en fait. La fameuse taxe, voilà. Bon. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est finalement comment faire de telle sorte que l'Union africaine finance par elle-même ses activités
et de ne plus dépendre donc de ces dons, encore une fois, qui sont toxiques, parce que un don toxique, quand est-ce? Eh bien, quand il ne permet pas à celui qui le reçoit de financer correctement ses activités. Donc, ces dons deviennent toxiques parce que les activités de l'Union européenne, de l'Union africaine, s'il vous plaît, sont plus ou moins dictées de l'extérieur. Et si vous êtes dépendant de l'extérieur, vous êtes plus autonome. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Et donc, c'est une question fondamentale qui s'oppose aujourd'hui aux États africains, aux chefs d'État africains. Donc, s'ils veulent vraiment financer l'Union européenne, l'Union africaine, donner à cette union une personnalité, une vraie consistance, oui, une vraie personnalité, eh bien, le financement, ce n'est pas la peine de taxer encore les populations qui sont déjà surtaxées par la forte fiscalité des différents pays. D'ailleurs, là aussi, il faudra une certaine harmonie fiscale au niveau des États. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, comme nous avons ces ressources minières, nous avons ces ressources pétrolières, alors, une petite taxe est là-dessus, vous voyez, minime, 0,2% sur le baril exporté, eh bien, rapporterait suffisamment d'argent pour rendre cette institution autonome. Alors, Emmanuel, permettez que je fasse l'avocat du diable, ou peut-être l'avocat des institutions qui souvent sont en train de poursuivre ces pays en termes de corruption. Les chiffres officiels dans ces pays en matière d'industrie extractive, on ne les connaît pas ou très peu. Ces pays n'ont aucune transparence aujourd'hui, outre le fait que certains, en leur tordant le bras, arrivent à donner quelque chose, on n'a pas de transparence. Comment serons-nous sûrs que les importations, ou encore, parce que si on prend par exemple, s'il faut partir sur les exportations, comment on pourra avoir des chiffres qui permettraient une certaine fiabilité afin d'atteindre ces 2% quand on sait que les États cachent en fait ces informations? Oui, donc les États doivent coopérer. Les États doivent coopérer entre eux, ça va de la survie de l'institution. Mais est-ce qu'il faut-il à ce moment-là créer une autre institution dans l'institution qui s'occuperait de gérer cette coopération afin que cet argent, qu'on nomme des informations pour récupérer ces 2% quand on sait quand même le côté cachotier des États qui vivent en grande partie de l'industrie extractive? Oui, il faudrait faire quelque chose en tout cas, parce que si on part sur l'idée que chacun est libre de déclarer ce qu'il veut, on ne pourra pas récupérer cette taxe. Donc il faudra mettre une institution qui va auditer chaque fois, en fonction de la taille des puits, en fonction des capacités de production de chaque État. Cette institution donc viendra faire de l'audit pour déterminer la quantité réelle de barils extraits, et à partir de cette quantité donc réelle extraite, appliquer les 2%, les 0,2%, pour déterminer donc les recettes qui viennent à l'Union africaine. Alors vous le savez, Emmanuel Kamba, que tous les minéraux n'ont pas la même valeur sur le marché. Oui. Vous avez des pays qui exportent le pétrole. Aujourd'hui, le pétrole, là, ça devient quasiment un vrai boulet pour certains États. Vous en avez d'autres, un peu en Afrique de l'Ouest, qui n'ont pas grand-chose en termes de minéraux. Comment on arriverait comme ça à trouver un équilibre en fait? Vous savez qu'aujourd'hui, les pays qui financent majoritairement l'Union africaine, ce sont les pays pétroliers ou miniers. C'est l'Afrique du Sud, c'est l'Algérie, c'est l'Égypte, c'est la Libye. Voilà les pays qui financent. Aujourd'hui, les pays qui financent, ce sont ces pays-là. À eux seuls, 65% de la part de l'Afrique. D'accord. Bien. Donc, si on met dedans les pays comme le Congo, comme l'Angola, comme le Gabon, Guinée équatoriale, etc., chacun en apportant l'essentiel de ces 0,2%, eh bien, on arriverait à combler le déficit de ressources que l'Union africaine a aujourd'hui. Et donc, ça signifie, y a-t-il à ce moment-là une volonté, Emmanuel Kamba? Déjà, pour les importations, vous avez dit, cette réunion qui s'est passée début juillet a de plus ou moins donné déjà des éléments. Y a-t-il une réelle volonté en fait, pour récupérer cet argent? Puisque là aussi, je pense que ce sera sur la base volontaire, puisqu'il n'y a pas d'institution créée sur cette taxe aux importations. Aujourd'hui, cette fameuse taxe, c'est qu'elle a été, encore une fois, renvoyée à 2018.
Donc en 2018, les États, les présidents vont se retrouver, les chefs d'État et de gouvernement vont se retrouver pour voir finalement ce qu'on peut faire. Le temps de consulter les donateurs. Donc si les donateurs disent que nous, on ne veut rien savoir de cette affaire donc, de taxe, la taxe n'aura pas lieu. C'est ça la réalité de l'Afrique. D'accord. Et de cette union. Alors que si les chefs d'État disaient unanimement, nous sommes d'accord pour mettre en place cette taxe, quitte à étudier une structure qui va s'occuper de la collecte de cette taxe parce qu'elle est fondamentale, eh bien, ça serait une bonne chose. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Il y a des pays qui s'opposent même à l'idée de taxer le pétrole. Vous voyez? Même les exportations, même les importations. Il y a des idées, il y a des pays qui sont complètement opposés à tout ça. Et que propose-t-il comme piste en fait de financement? Eh bien, rien. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Okamba, y a-t-il une unanimité au sein de l'Union africaine pour dire qu'on doit arriver à un autofinancement? Il n'y a pas en tant que volonté, oui. Autofinancement, c'est une bonne chose, mais quels sont les moyens pour sortir de la servitude? Oui. Est-ce qu'on est d'accord sur les moyens? Puisque les États eux-mêmes, plus de 67% ne contribuent pas, ne payent pas, parce que ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils sont quasiment en cessation de paiement, parce que pour des raisons XY. Sans tête de bœuf. Oui, bon, sans tête de bœuf, ça représente combien? Ça représente combien de millions? Pas grand-chose. Vous voyez, bon, c'est bien. C'est déjà ça, de donner à l'Union. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut cette volonté collective de sortir de la servitude. Vous voyez? Et si on ne sort pas de cette servitude par des efforts collectifs, eh bien, on vivra toujours des dons, c'est-à-dire qu'on aura une union purement fictive. Mais en fait, finalement, Emmanuel Okamba, cela ne change en rien par rapport au sort des États, puisque les États africains, une bonne partie, vivent aussi de dons qui sont toxiques pour renflouer leur budget. Et donc, de l'aide publique au développement, même l'aide publique au développement, c'est la même chose. Celui qui finance, c'est celui qui donne les règles du jeu, celui qui fixe les règles. Donc l'aide n'est jamais gratuite. Et elle devient toxique à partir du moment où elle dépasse plus de 70%. Si vous dépendez à 70% de l'extérieur, ça veut dire que vous n'avez plus d'autonomie de faire ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, quand on vous entend, Emmanuel Okamba, on doit se dire, ben, finalement, on est mal barré. On est mal barré au niveau de l'Union africaine. C'est pour ça que ce n'est qu'une bureaucratie. Les questions de développement, tout à l'heure, je vous ai dit que ça représentait à peine 8% du budget. De son budget. Alors qu'il faut inverser les choses. L'Afrique a besoin du développement aujourd'hui. Bon, c'est vrai, pour faire ce développement, il faut aussi la paix. Alors là, il y a énormément d'opérations, des métiers de la paix, mais qui sont aussi financées en grande partie par les dons extérieurs. Quand on voit l'opération Barkhane, quand on voit au niveau de la RCA, ben, on est là aussi sur l'Union européenne. On a la RDC qui est à côté, qui depuis quasiment l'indépendance vit sous assistance internationale. Donc, quand on met tous ces éléments bout à bout, on peut se poser la question, pourquoi ces opérations continuent sans arrêt en Afrique? Est-ce qu'il y en arrivera un moment où les Africains vont eux-mêmes décider de finir avec ça? On voit les élections. Chaque fois qu'il y a des élections, l'Union africaine envoie des délégués. Oui, on l'a vu récemment à Brazzaville. Voilà. Il y a des délégués, les délégués font leurs rapports, mais ces rapports valent quoi? Pas grand-chose. On voit par exemple, en matière de démocratie, les changements de constitution. Des pays qui ont changé de constitution, l'Union africaine avait dit que c'était interdit, qu'on ne devait pas modifier la constitution. Il y a une charte. Il y a une charte là-dessus. De l'Union africaine sur la démocratie. Bien. Eh bien, le fait accompli est là, c'est que plusieurs pays ont changé la constitution. Et aucun pays n'a été sanctionné. Pendant ces changements, il y a eu l'assistance de l'Union africaine qui a envoyé des observateurs. Des rapports des observateurs, bon, valent ce qu'ils valent. Donc aujourd'hui, cette institution a besoin d'une crédibilité.
crédibilité par la réalité, par la force de ses actions. Cette crédibilité, on ne la voit pas encore. C'est quand même une vieille institution depuis 1963. Mais elle ne s'est pas encore émancipée. Elle n'a pas encore pris en main le destin de l'Afrique. Vous voyez, on est entre, on met en place une forte bureaucratie, on va gérer les procédures, on va gérer l'urgence, on va gérer les questions de famine, les questions de maladies, des épidémies, etc. On gère ça, c'est très bien. On le fait, c'est très bien. Mais les questions de développement, depuis 1963, les questions de développement sont mises de côté. C'est donc chaque État, ou alors chaque organisation sous-régionale, chaque union sous-régionale, qui essaye d'avancer tant mieux que mal, alors que la vocation de l'Union africaine, c'est aussi la vocation économique. Pour paraphraser le général de Gaulle, Emmanuel Okamba, est-ce qu'on peut dire que l'Union africaine est un machin, finalement, c'est quelque chose qui est là, qui permet de donner aux Africains un semblant, en fait, je dirais, d'États indépendants, qui peuvent se prendre en charge, mais au fond qui vivent sous perfusion? On peut être d'accord avec le général de Gaulle si on voit aujourd'hui la question du financement de l'Union africaine, plus de 74% par l'effort extérieur, mais vous n'avez aucune autonomie. Donc, c'est un machin, on peut le dire. Maintenant, est-ce que ce machin, on peut en faire quelque chose? Ça dépend des chefs d'État africains. S'ils veulent vraiment faire une institution, c'est une affaire de volonté, encore une fois. Volonté de sortir de la servitude. Donc, si on a toujours envie d'avoir la corde autour du cou, et être donc traîné par celui qui finance, eh bien, on garde l'institution telle qu'elle est. Mais si on veut avoir une institution au service de l'Afrique, qui traite les problèmes de l'Afrique, l'Union africaine doit fondamentalement changer ses règles du jeu, son mode de fonctionnement et son mode de financement. Est-ce que finalement, pour terminer, Emmanuel Okamba, on peut faire une analyse suivante? Les hommes qui aujourd'hui continuent plus ou moins à gérer l'Union africaine, ces différents chefs d'État, une bonne partie est issue, en fait, je dirais, des années 60, ont accompagné la décolonisation, les indépendances, et après n'ont pas su, en fait, reprendre vraiment cette institution, malgré la volonté des pères. Kadhafi, on sait comment ce qu'il a terminé, et on se demande aujourd'hui, est-ce que cela passera par des nouveaux hommes, de nouvelles femmes, qui pourraient porter cet idéal afin d'arriver, en fait, à donner à cette institution toute sa valeur? Le président actuel, c'est M. Alpha Condé, qui était un étudiant, un étudiant syndicaliste oui. Des années 70. Avec des idées réformistes très avancées. Bien. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait de l'appareil? Quel est son discours? Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il n'est pas face à la réalité? Parce qu'il était le président de la FEANF, donc la Fédération des associations de France. Oui, oui. Voilà, bien. Et il était donc président de cette association, il l'a dirigée. Ils ont défendu donc l'unité africaine, bec et ongle. Aujourd'hui, il est devant la réalité. Que fait-il? Où est-ce qu'il emmène l'Union? Mais il se rend compte, aujourd'hui, des pesanteurs, des donateurs qui sont derrière, qui tirent les ficelles. Vous n'aviez qu'à l'écouter, mais vous allez comprendre que le cocotier, il veut le secouer, mais le cocotier, il résiste. Ok? Donc, si d'ici là, la jeune génération des hommes politiques, ceux qui étaient étudiants dans les années 70, passent au pouvoir, et qu'au fur et à mesure, l'ancienne génération, c'est-à-dire les pères de l'indépendance, ceux qui étaient là, ceux qui ont contribué, ceux qui ont été les tout premiers cadres politiques et qui ont géré donc l'Afrique sur le plan politique, cette génération est en train de partir. Donc on peut espérer qu'avec la jeune génération, l'Afrique, l'Union africaine, prendra son envol, prendra son émancipation et assumera sa souveraineté. Parce que l'Union européenne, qu'est-ce qui fait l'Union européenne?
c'est le volet économique. C'est la monnaie unique. La défense, chacun fait ce qu'il veut dans son pays. La fiscalité, chacun fait ce qu'il fait dans son pays. Mais au niveau économique, ils ont les règles, ils ont les principes de base. En Afrique, on peut faire une monnaie unique. Il suffit de prendre donc les 10 meilleures monnaies des meilleurs pays et les mettre dans un panier, parce que l'euro, c'est un panier de monnaie. Ce n'est qu'un panier de monnaie. Donc nous, on peut faire la même chose. À partir du moment où on aura une monnaie suffisamment forte pour représenter l'Afrique, eh bien, on enchaîne tout le reste, tous les programmes donc, de développement qui vont accompagner l'Afrique vers son émancipation. Merci Emmanuel Okamba pour ces mots un peu plus encourageants par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le financement de l'Union africaine. L'Afrique peut s'en sortir et elle doit s'en sortir, mais ce n'est qu'une affaire de volonté et des hommes. Voilà, c'est sur ces paroles volontaristes qu'on va se quitter. Encore merci Emmanuel Okamba. Merci monsieur Cyr. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Tribune Libre avec le professeur Emmanuel Okamba. Merci à toute l'équipe, Hermione Goma, Antoine Page-Keoulou, et à vous aussi. Un grand coucou à Nokoko Mungakoso. Comme vous le savez, nous sommes en période estivale, donc vous pouvez donc comprendre que nous prenons un peu plus de liberté sur le plan vestimentaire. Je n'oublie pas mon habilleur, bien sûr, la maison XAP & Co Connivence, et surtout à vous, très bel été là où vous êtes. Portez-vous bien, on se retrouve bien la prochaine fois. Au revoir.